Aujourd'hui, créer, communiquer, apprendre, donner le sens. L'objectif de mon exposé est d'expliquer de quelle manière la création peut devenir, par une démarche pédagogique, un acte d'apprentissage. Car créer, selon ma pédagogie, selon ma conception pédagogique, c'est impliquer son potentiel, ses richesses, sa singularité dans un acte qui les incarne, un acte qui résout des situations, problèmes inédites, ce que j'appelle un acte d'apprentissage. Créer, c'est apprendre, créer pour apprendre. J'évoquerai ensuite l'impact de cette forme d'apprentissage, création, sur le développement cognitif, le comportement et l'individuation positive, c'est-à-dire celle qui permet de devenir ce que l'on est et ce que l'on veut vraiment. Apprendre, c'est se créer. Et créer ainsi, apprendre ainsi, c'est générer du sens. Pour aider l'élève dans cette tâche, j'utilise des techniques pédagogiques qui incarnent mon concept théorique de conductibilité, soit la communication par la création et la création par la communication. J'illustrerai ces techniques par de courtes vidéos afin que vous puissiez vivre ces moments intenses d'échanges créatifs et humains avec des élèves dont les plus jeunes sont des bébés. Mais commençons par mon concept de conductibilité qui est à la source de ce dispositif pédagogique. Donc le mot conductibilité, je l'ai créé avec conduite, conduire l'enfant, le diriger, et ductibilité, soit lui permettre d'aller là où il veut avec fluidité et liberté. L'encadrer et le laisser faire, tel le parent tient la selle du vélo avec souplesse et fermeté pour permettre à son enfant de percevoir la sensation d'équilibre tout en cheminant librement et en construisant sa propre route. Ce terme de conductibilité désigne aussi le phénomène de transmission de la chaleur. J'étais impressionné que le hasard m'ait donné cette image forte de ce concept qui conçoit l'existence chez l'enfant d'éléments prêts à s'embraser, ce qui me fait dire enseigner, c'est un feu que l'on allume. L'enfant n'est pas un vase vide que l'on remplit. D'ailleurs, l'étymologie du mot apprendre, apprehendere, nous dit allumer un feu. Et je cite Victor Hugo dans Les Misérables, apprendre à lire, c'est allumer un feu. Toute syllabe épelée, étincelle. Pour situer ce concept de conductibilité, je dirais qu'il est capable de résoudre le dilemme entre les pédagogies permissives qui placent l'enfant au détriment de la connaissance, les pédagogies scolastiques qui placent la connaissance au détriment de l'enfant et les pédagogies ludiques qui véhiculent l'image que se fait l'adulte d'un enfant qu'il faut amuser pour intéresser. Je considère que cette approche est un constat d'échec éducatif car elle oublie que pour l'enfant, apprendre est déjà un jeu captivant et qu'il n'a nul besoin de médiation ni d'activisme ludique pour accéder à l'apprentissage. À propos de ces activismes ludiques, il est important de lever la confusion entre le laisser-faire expressif et la création. Car je considère que créer, ce n'est pas faire ce que l'on veut. Nietzsche disait « Faites donc ce que vous voulez, mais soyez d'abord de ceux qui peuvent vouloir. » Ainsi, le maître doit enseigner à l'enfant la capacité à pouvoir vouloir, la capacité à faire des choix pour réaliser un acte d'apprentissage conçu sous conductibilité comme une création. Et je vais préciser l'idée de création dont il s'agit là. Différente de celle de Picasso avec un grand C qui représente une rupture épistémologique dans l'histoire de l'art. On ne regarde plus un tableau de la même manière depuis Picasso. C'est la création avec un grand C. Cette création est aussi différente de la créativité ordinaire qui nous permet de résoudre des petits problèmes au quotidien. Dans ma pédagogie, la création intègre trois notions. Crescere, crier, criare. Crescere, le terme de croissance, de développement, le terme latin. Au XIIe siècle, on disait crier.
pour créer, tel le cri du nouveau-né quand il s'éveille à la vie. Et les Espagnols utilisent le mot criar pour éduquer. Je commence donc à préciser la création dont il s'agit là, le développement, le déploiement, crescere, l'éveil à la vie, créer, l'éducation, criar. Et c'est la conductibilité qui permet à l'enfant d'accéder à cette forme de création et qui permet au maître de transformer l'apprentissage en création ou la création en apprentissage. Car la conductibilité est un niveau de communication idéal dans l'enseignement. Je vais le situer par rapport à 3 autres niveaux, sachant que chacun d'entre eux est utile en son temps et dans son contexte. Premièrement, la communication mondaine. Elle est non personnelle, non créative. On la trouve dans la salle d'attente ou un ascenseur. Elle est très utile dans ce cas, car elle permet, en disant « il fait froid, n'est-ce pas ?», d'entrer en communication tout en gardant sa réserve. La communication, deuxièmement, banale, égocentrique. Elle est personnelle, mais non créative. On la trouve devant la machine à café d'une entreprise. Elle est très utile dans ce cas, car elle permet, en racontant comment la panne d'électricité a perturbé la vie familiale, de faire rentrer l'autre dans un périmètre d'intimité et d'amorcer une proximité plus amicale, plus affective. La communication experte, elle est non personnelle et créative. Elle est propre à un ingénieur ou un pilote d'avion qui vont inhiber toute affectivité pour régler un problème qui ne doit en aucun cas être entaché de la moindre humeur. C'est la checklist, la procédure. Et la communication conductile, idéale dans l'enseignement, elle est personnelle et elle est créative. Pas de distance mondaine avec son élève, pas de rapprochement affectif, amical, familial, pas d'expertise froide, mais une conduite humaine et objective qui va favoriser l'émergence d'une communication créative, d'une conductibilité qui va se construire grâce à un dispositif complexe dont le point de départ, la source, est le potentiel de l'enfant. Avant d'aborder le potentiel de l'enfant, je vais vous faire part d'une découverte. Il s'agit d'une forme particulière de communication que j'utilise spontanément avec mes élèves quand le dialogue verbal n'est pas apparu. Ce sont les bébés qui fréquentent mes écoles et qui ne cessent de m'apprendre à voir le monde et à concevoir le rapport aux autres, qui m'ont fait découvrir cette manière d'être ensemble totalement inédite que seuls les sages et les savants pratiquent. Je l'ai nommé la présence. Alors, qu'est-ce que la présence? Un bébé devient conscient de soi lorsqu'il devient capable de communiquer à soi-même et aux autres ce qui l'intéresse. Cela suppose de pouvoir transformer un objet intéressant en outil de communication. De cette façon, l'objet n'est plus seulement ce qui lui plaît, ce n'est plus une trace, mais un signe dont la fonction est de désigner un centre d'intérêt. Par exemple, si je vois quelqu'un ramasser des champignons, il n'est pas en train de me faire signe pour m'expliquer ce qu'il fait. Son action laisse une trace que j'interprète. Il ramasse des champignons. Alors que s'il me regarde en me montrant un champignon, il me fait signe de venir le rejoindre ou de me décrire son action. Voilà la différence entre trace et signe. Avant l'étape du signe, les objets ne sont pas pour le bébé des outils de communication. Il ne s'en sert pas pour se dire ou pour dire à quelqu'un « je suis quelqu'un qui aime ceci ou cela ». Il n'a en ce sens aucune forme de réflexivité. Les bébés sont ce qu'ils font et ils font ce qu'ils sont. Ainsi, la présence est un mode de communication dans lequel les communicants ne tentent pas, paradoxalement, de s'exprimer ou de dialoguer même avec leur corps. Ils ne sont pas, pour ainsi dire, tournés l'un vers l'autre. Ils sont au contraire animés par une même préoccupation et tournés, pour cette raison, vers un point qui n'est aucun d'entre eux. Ils sont simplement heureux de partager leur centre d'intérêt. Ils admirent ensemble
et en silence, par exemple, un même coucher de soleil. Une telle approche de communication avec les bébés m'a invité au final à repenser mon enseignement, notamment auprès d'élèves à très haut potentiel, d'autistes ou de trisomiques avec lesquels la position devant le clavier, côte à côte, les regards fixés au loin, rejoint l'attitude de contemplation d'un coucher de soleil. La présence est un niveau de communication préalable, mais c'est aussi un sommet absolu de la communication. Abordons maintenant le point de départ de ma réflexion pédagogique. Je considère que tout enfant, tout être humain, quel qu'il soit, possède un potentiel et des richesses qui s'expriment à travers ce qu'il aime produire. Ce sont les zones de réussite. La question est alors de savoir comment permettre à l'enfant de stimuler son potentiel pour faire émerger ces zones de réussite, mais aussi comment repérer ces zones de réussite, les comprendre et les opérationnaliser. Stimuler et repérer. C'est tout l'enjeu de l'action du maître, examiner, comprendre et interpréter les zones de réussite qui expriment et dévoilent les goûts profonds de l'enfant, c'est-à-dire ce qu'il aime, ce qu'il veut apprendre et comment il veut accéder au savoir, ces stratégies d'apprentissage. Je dirais, l'enfant ne sait pas qu'il le sait et il ne sait pas qu'il le dit. À ce stade, le maître est son miroir. Pour résumer, quand le potentiel de l'enfant est activé, spontanément ou par le maître, directement ou par une approche oblique, indirecte, ce potentiel génère des zones de réussite révélatrices des goûts profonds, c'est-à-dire ce qui parle vraiment à l'enfant, là où il se reconnaît. Voici comme exemple d'expression du potentiel insoupçonné des enfants, des productions graphiques d'un enfant de 4 ans, des simili-travaux de chimie, un plan de métro, un classement des choses du monde du plus petit au plus grand, des calculs de mathématiques, autant de productions que l'enfant m'amène lors du cours avec confiance, comme pour me dire, voilà où je suis, qu'est-ce que l'on peut faire avec cela? Qu'est-ce que tu peux pour moi? Et je pense avec effroi au mathématicien Évariste Galois, dont le professeur à Normal Sup n'a pas daigné regarder les travaux qu'il lui avait confiés. Il les a même perdus à une époque où la photocopieuse n'existait pas. Vous verrez aussi les premières productions rythmiques d'un enfant de 3 ans et demi, comme exemple du potentiel inné de l'enfant et de sa volonté d'en donner des signes. Donc voilà des simili-travaux de chimie. Ça, c'est un plan de métro. Ça, c'est des petits calculs mathématiques d'un enfant de 4 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il m'amène ça et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. C'est ça, en fait, il est en train de me dire, voilà mon potentiel, qu'est-ce que l'on peut en faire? Qu'est-ce que tu peux pour moi? Donc voilà, ça c'est le monde, l'univers avec les planètes qu'il connaît par cœur très jeune. Alors là, c'est avant de venir, à 5 ans et demi, avant de venir au cours, il s'est mis à l'ordinateur et il s'est mis à m'énoncer les choses des plus petites aux plus grandes, depuis la particule de Planck jusqu'à le Soleil, Sirius. Hein. Donc c'est ce souci de catégorisation, de classement. Hein. Donc là, vous allez voir Mathéo. Mathéo est un enfant qui vient dans mon école du sud de la France. Il n'a jamais touché une percussion, jamais touché un instrument de musique, jamais fait de musique. Ses parents ne sont pas musiciens. Il arrive au stage, c'est l'été. Donc on le reçoit pendant 5 jours pendant le stage. Donc c'est la première rencontre et on dispose à différents endroits du jardin des instruments. Donc mon fils Ilan est là, il voit l'enfant arriver et voilà ce qui se passe pour un enfant qui n'a jamais touché
une percussion. Donc, bien entendu, on ne peut pas à cet enfant lui dire bon, maintenant tu t'assois et je vais t'apprendre ce qu'est une blanche et une noire. Hein. On ne peut pas lui dire on va commencer au début, laisse faire, ça t'intéressera plus tard. Voilà. Qu'est-ce que l'on fait quand on est en présence de cela? Alors, ça, c'est démonstratif, bien entendu. Les vidéos que j'ai choisies sont très démonstratives, mais chez tout enfant, chez tout être humain, enfant, adulte, qui que ce soit, handicap ou pas handicap, il y a toujours une richesse. Et notre travail d'éducateur, c'est d'arriver à trouver cette richesse de manière à ce que la personne puisse s'ancrer sur cette richesse pour développer des potentiels. Alors, nous l'observons dans cette vidéo, pour permettre à l'enfant de s'exprimer sans réserve, le maître ne doit rien projeter, rien présupposer. Il va simplement être présent à l'enfant en faisant table rase de tout son savoir et de ses attentes éventuelles. C'est l'ignorance active. On peut alors dire que l'enfant ne sait pas qu'il sait et le maître sait qu'il ne sait pas. L'ignorance active est la clé de l'humilité si précieuse à l'enseignant. L'humilité est pour moi la qualité essentielle du pédagogue. Et l'ignorance active valide un niveau d'échange, de communication humble et authentique qui génère un dialogue d'égal à égal, grâce auquel l'enfant pourra activer son potentiel comme monnaie d'échange, d'interaction. Dans ce contexte de mise à niveau maître-élève, d'opérationnalisation des potentiels, apparaîtra l'osmose des savoirs. L'osmose des savoirs, autrement dit, la communication, la transition, la transmission, l'échange, l'enseignement. Ainsi, enseigner est un processus, selon moi, quasi osmotique, qui doit mettre préalablement le maître et l'élève dans un rapport d'égalité dans lequel, cependant, l'un a la responsabilité de l'autre. Ce point est très important. À titre d'exemple de monnaie d'échange, le dialogue d'égal à égal avec un enfant malentendant. Ce dialogue se construira par le réel intérêt qu'un maître de musique peut avoir pour le monde du silence, intérêt qu'il va puiser en lui et partager avec son élève malentendant. Un professeur de musique ne doit-il pas apprendre ce qu'est vraiment le silence? N'est-ce pas le moment de le faire? Beethoven disait à ce sujet, quand la musique ne peut plus, alors il y a le silence. Le professeur qui est vraiment convaincu de pouvoir apprendre de son élève une chose aussi rare que le silence pourra alors lui enseigner en retour, d'égal à égal, les merveilles du langage des sons, mais seulement à cette condition. Voilà comment on peut permettre un réel dialogue d'égal à égal par une monnaie d'échange. Et ce dialogue d'égal à égal fera naître un milieu créatif qui génère une situation de communication, un terrain de jeu et d'expérimentation, le dialogue musical critique. Sur ce terrain qui favorisera l'émergence des zones de réussite, d'un côté, l'enfant va exprimer ses goûts profonds, image de son potentiel et de sa manière d'accéder à la connaissance, et de l'autre côté, le maître va exposer l'enfant à des choix divers, l'aider à aiguiser ses choix et à exprimer ses goûts réels, sachant que ce qu'il aime vraiment faire
n'est pas toujours ce qu'il fait facilement. Et enfin, le maître va élaborer, grâce à l'observation des choix de l'enfant, ses hypothèses pédagogiques, sa vision pédagogique. Le dialogue critique musical peut prendre plusieurs formes. Il peut être oral, gestuel, instrumental. Dans la vidéo suivante, vous allez assister à l'émergence d'un projet qui durera 3 ans, amorçant un véritable éveil à l'expression et à la création musicale. Théodore fait partie des enfants qui peuvent tout apprendre seuls. À 2 ans et demi, il avait déjà appris à lire en demandant simplement à ses parents de décoder certains mots qu'il voyait sur les affiches. Puis, ce fut le goût pour les oiseaux. À 3 ans, il en connaissait 900. Plumage, géolocalisation, griffes, cris. Sa maîtresse, d'ailleurs, fut très surprise quand un jour, elle proposa aux enfants de leur présenter le canari. Et elle prit une leçon d'ornithologie. Les minéraux, les planètes, les dinosaures n'ont pas de secret pour Théodore, détecté plus tard à très haut potentiel. Théodore peut tout apprendre seul, peut tout apprécier, mais de quoi a-t-il donc besoin réellement? Quels sont ses goûts profonds? Pourquoi pratique-t-il le piano alors que c'est probablement la seule activité avec le sport qu'il ne pratique jamais, pour laquelle il n'a aucune aptitude particulière? En musique, c'est un élève laborieux. Probablement parce que la conductibilité lui permet de contrôler ses pétillances constructives et de gérer ses multiples flux de pensée simultanés. Sur cette vidéo, il dévoile son intérêt pour le tableau périodique des éléments de Mendeleïev et son désir de traiter chaque élément sous forme de composition musicale. Ce travail de création durera 3 ans dans mon école parisienne, entrecoupé d'une œuvre de Mozart, de Debussy ou de Bach. Avec l'autorisation des parents, depuis que cet enfant est arrivé en cours, il avait, je crois, 18 mois ou 15 mois, un grand nombre de cours a été filmé pour que ça puisse être utile à d'autres enfants. Et donc là, c'est vraiment un moment qui est béni puisque l'enfant dévoile son intérêt pour le tableau de Mendeleïev et pendant 3 ans, on va faire des éléments périodiques, on va les mettre en musique et il va pouvoir harmoniser ces flux de pensée si nombreux. Donc voilà le moment où il demande le tableau de Mendeleïev. Qu'est-ce qui t'intéresse? La physique et puis la chimie. C'est ça qui t'intéresse? Oui, c'est ça qui m'intéresse d'autre que l'astronomie. Alors, la mathématiques, physique, chimie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelque chose en physique, par exemple? Qu'est-ce qui t'intéresse en physique? En physique, la physique, ça m'intéresse. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'intéresse en physique. Et en chimie? En chimie, c'est le tableau de Mendeleïev, donc je l'ai à la maison, bien sûr. Et puis il y a aussi la radioactivité. J'ai aussi des livres qui parlent de la chimie. Je n'ai pas de livres qui parlent de mathématiques ni de la physique. Mais en astronomie, donc il y a des chansons. Donc les chansons d'astronomie, on va pas en faire, parce que comme tu avais dit, il y en avait beaucoup qu'on a déjà fait. Mais par contre, il y a aussi des livres qui parlent de l'astronomie. Alors, on peut par exemple la prochaine fois faire le tableau de Mendeleïev. Tu peux l'amener la prochaine fois et on le fait en musique. Oui. Hein? On va respecter le chiffre. On va respecter les chiffres. Oui. D'accord? Bon, d'accord. Tu me l'amènes la prochaine fois? Tape ici. Hop. Alors, voici un exemple. Donc, c'est un des cours suivants.
il arrive en cours, donc il voudrait faire le fer, Fe26, tant de neutrons, tant de protons. La particularité, dit-il, c'est la stabilité. Donc en musique, comment peut-on exprimer la stabilité? Donc on travaille, et donc je lui apprends à noter avec des signes qui ont plus trait à la musique contemporaine que les signes conventionnels, mais l'idée c'est de pouvoir se rappeler de ce qu'il produit. Donc l'interprétation de Fe26, une composition donc de Théodore, a été faite par Ilan. Je l'en remercie. Merci. L'improvisation donc heuristique, maintenant, c'est l'outil clé du dialogue musical critique. Nous allons le voir maintenant. Cette improvisation heuristique, l'improvisation de recherche, heuristique, recherche, émergence, il ne faut pas confondre cette improvisation de recherche avec l'improvisation de production de Keith Jarrett ou de Miles Davis, qui présente déjà un univers accompli. L'improvisation heuristique est un langage spontané, un proto-langage à approche multiple, langagière, narrative, vocalisée, gestuelle, instrumentale. Au cours de l'improvisation heuristique, le rôle du professeur placé à gauche de l'enfant, vous allez le voir maintenant, ça n'est pas comme on l'imagine de l'accompagner, mais plutôt de le stimuler, de le provoquer et de le soutenir pour l'aider à ouvrir des voies, créer des connexions, faire de vrais choix dans ses improvisations. Voici donc une vidéo d'improvisation heuristique dans le cadre du dialogue musical critique. Alors, c'est un enfant qui a 18 mois. Il vient en cours de groupe. Il y a 5 petits-enfants autour de moi. Je suis au piano. Et puis cet enfant qui est près du piano se déséquilibre et en se déséquilibrant, appuie sur une touche en me regardant, comme pour me dire « Et qu'est-ce que tu ferais de ça ?» Je saisis immédiatement que le moment est un moment précieux. Les autres enfants, d'ailleurs, c'est très impressionnant parce qu'ils s'en sont rendus compte, ils n'ont rien dit, sont restés dans un silence. Je les ai reculés. J'ai mis Gégé, donc il s'appelle Gégé. J'ai mis Gégé au piano. Et donc, il n'a pas de piano chez lui. Ses parents ne sont pas musiciens. Il n'a jamais pratiqué le piano. Il a 18 mois. Et donc, voilà, ce sont ses premiers mouvements sur le piano. C'est Gégé qui va improviser. Allez, on y va, Gégé, on va improviser.
Gégé le montre bien, jouer sans apprendre est possible. On peut l'observer, la musique émerge ici spontanément comme le cri du nouveau-né. On l'observe, la musique est un proto-apprentissage spontané et émergent qui prépare l'élève à l'acquisition, au nouveau. À ce sujet, je considère qu'un enseignement idéal doit activer préalablement les potentiels nécessaires à une acquisition. Activer le bon moteur d'apprentissage avant d'exposer l'élève à l'action d'appréhension, d'apprentissage, lui permet de se sentir exister, palpiter en phase avec ce qu'il contacte. Et je dirais que la perception du sens dépend de cet amorçage cognitif, qui n'est pas spécifique à la musique cependant. Mais revenons à Gégé qui, en jouant sans avoir appris, aborde la première étape d'un cheminement vers une dynamique d'apprentissage dont on peut définir 4 phases. Jouer sans apprendre, jouer à apprendre, apprendre à jouer et apprendre à apprendre. Et pour cette première étape, jouer sans apprendre, Gégé est soutenu par une technique très particulière, c'est ce que j'utilise en partie grave, c'est l'accompagnement proprioceptif, comme les pieds, la proprioception des pieds qui nous tiennent debout. Cet accompagnement, c'est le mode opératoire du dialogue musical critique. Il permet l'action pédagogique du maître au cours de l'improvisation heuristique. Par l'accompagnement proprioceptif, le maître va permettre à l'enfant d'aller là où il veut, mais où il ne sait pas. Le maître, pour cela, va le soutenir ce qui apparaît, bloquer ce qui empêche l'expression et relier l'enfant à ses goûts profonds pour permettre la production de zones de réussite. Alors, vous le voyez, les provocations, les résistances constructives de l'accompagnement proprioceptif le montrent. Mon approche pédagogique invite à intervenir parce que s'exprimer ne se réduit pas à faire ce que l'on veut. Pour permettre à l'enfant de s'exprimer réellement, le maître va l'aider, si celui-ci le souhaite, à se hisser vers son vrai vouloir, ses vrais désirs, ses goûts profonds. Il va lui apprendre à pouvoir vouloir, savoir vouloir. Vous l'avez compris, intervenir n'est pas contraindre, bien au contraire. Le maître, grâce à sa vision pédagogique, élaborée par l'interprétation des zones de réussite, reste le porte-parole des exigences et réels désirs que l'enfant exprime par ses productions. On le voit avec Gégé, le maître est interventionniste, mais pas directif. Il intervient pendant l'acte de création par une approche oblique, comme naviguer au pré, c'est-à-dire un vent à l'oblique, en déclenchant des événements particuliers. Ce sont les situations, problèmes inédites. Celles-ci apparaissent au cours de l'improvisation heuristique quand la production de l'enfant est confrontée à cet accompagnement proprioceptif. La vocation de ces situations, connues ni du maître ni de l'élève, est de favoriser l'émergence de zones de réussite indicatives des goûts profonds de l'enfant, c'est-à-dire ce qu'il veut vraiment, mais qu'il ne sait pas demander avec des mots. À ce stade, l'action du maître est de confronter l'enfant grâce à ces situations problèmes, de centrer son activité sur la création comme acte d'expression et de résolution d'une problématique individuée et de l'accompagner dans son effort de construction de son univers sonore. Margot, 3 ans, arrive à sa leçon de piano en me disant, c'est un exemple donc de situation problème inédite, c'est rare que ce soit aussi condensé. Elle arrive en me disant que sa maman est belle, bien sûr, et qu'elle l'aime, bien sûr. Je lui propose alors d'inventer une chanson pour elle. Immédiatement, elle commence à chanter avec des paroles et à s'accompagner au piano. On remarque que Margot a saisi la notion d'introduction et de couplet-refrain.
Donc, la structure de sa chanson est parfaite. Vous allez l'entendre. Sa mélodie s'ajuste peu à peu et il est prêt à chanter toute l'après-midi. Hein. Ses idées sont intarissables. Quand je la félicite pour sa belle chanson, Margot me dit « Si tu me donnais une plus jolie chanson avec des notes de musique que je pourrais chanter à ma maman. » Rien n'est assez beau pour sa maman. Cet enfant a compris qu'elle pourrait repartir chez elle avec un support, la partition de musique, qui lui permettrait de montrer sa chanson à sa maman, de la conserver en mémoire et de l'affiner. Une plus jolie chanson, dit-elle. Aucun professeur ne peut préparer cette situation problème inédite, si ce n'est par l'ambiance que son lieu et sa présence génèrent. Seule l'atmosphère conductive peut générer ce type d'imprévu. La question est de pouvoir ensuite gérer une telle situation. J'ai donc écrit le refrain de sa chanson. Margot a demandé à sa grand-mère, qui connaissait un peu les notes, de lui lire la partition et elle a appris immédiatement à lire des partitions simples. Voilà comment ce moment-là a déclenché, donc cette situation de problème inédite, a déclenché la prise de conscience de ce qu'était l'écriture et la lecture chez cet enfant. C'est parti. C'est vrai? Et tu voudrais une chanson des mamans? On va faire une chanson douce pour tes mamans. Ça, c'est le refrain. Donc. Donc, la fin maintenant, parce que ça dure assez longtemps. Le déclenchement est ici maintenant. Très joli, tu sais ce que tu fais, ces chansons-là. Hein? Voilà. Si tu me donnais une si jolie chanson avec des notes de musique que je pourrais chanter avec ma maman. Vous voudrais que je t'en donne une? Oui. Voilà. Si jolie. Une chanson. Oui, mais très jolie pour ma maman. Hein? Et c'est le début d'une grande aventure. Donc, dans cet exemple de situation, ça c'est un exemple de situation problème inédite résolue, c'est-à-dire qu'elle permet à un goût profond de s'exprimer en entraînant un apprentissage, celui de la lecture dans ce cas-là. J'appelle cela un acte de création que nous définirons plus tard. Résumons-nous. Sur le terrain des situations problèmes inédites, grâce à l'accompagnement proprioceptif, l'action du maître consistera à émettre, à partir des zones de réussite de l'enfant, des hypothèses de travail pour forger une vision pédagogique. Ainsi, le maître va permettre à l'enfant d'aller là où il veut, mais où il ne sait pas.
Il est évident que pour élaborer sa vision pédagogique, le maître doit pouvoir concevoir qu'un enfant peut apprendre tout ce qu'il sait demander. Le maître doit pouvoir aussi analyser en temps réel les productions improvisées de l'enfant et enfin aiguiser sa vision pédagogique. Pour l'aiguiser, je vais évoquer une théorie particulière, en quelques mots, la théorie du second point. Mon expérience pédagogique m'a encouragé à chercher une correspondance bilatérale et oblique entre un point fort et un point faible, entre une potentialité et un handicap. Le travail de terrain montre qu'il existe toujours un pôle diamétralement opposé à un point saillant. Et la polarisation de l'un entraîne obligatoirement le renforcement de son extrême. Ainsi, tout élément remarquable, toute saillance, performance ou handicap doit conduire le pédagogue, l'éducateur, à chercher le point opposé qui permet de tracer une ligne, puis un plan, puis un volume, c'est-à-dire un espace de réussite. Dans mon dispositif pédagogique, c'est le second point qui deviendra l'ancrage, c'est-à-dire un point d'appui pour relier les deux points, faire apparaître une ligne, un plan, puis un volume, c'est-à-dire pour générer un espace de communication, d'expression et de création. Alors à ce stade, pour opérationnaliser cette recherche, pour renforcer les hypothèses de travail et affiner la vision pédagogique, j'utilise des gestes et des postures pédagogiques très précis et maîtrisés que nous allons aborder maintenant. Ces gestes pédagogiques sont incrémentés dans des postures pédagogiques qui les génèrent. Voici les 4 gestes principaux générés par les 4 postures. Déclencher, observer, provoquer, valider. Le premier geste pédagogique consiste à déclencher, soit enlever la clenche. La clenche, c'est le verrou d'une porte. Déclencher, c'est libérer, ouvrir un espace d'expression, un espace d'échange authentique. L'enfant pousse la porte pour aller au jardin et le maître soulève le verrou, la clenche. Par cette action, le maître dit à l'élève qu'il est présent à lui. Ce geste de déclencher est incrémenté dans la posture dialogique qui place le maître dans la position d'un étudiant dont l'objectif est de poser l'acte d'enseigner comme un acte d'apprentissage. En effet, l'élan d'apprentissage créatif ne se génère pas sans une pédagogie à son tour créative. Il est important de corréler le bonheur d'enseigner et le plaisir d'apprendre. Le second geste, observer, observare, soit porter un regard bienveillant, être avec, ressentir comme, sachant qu'observer, c'est déjà agir. Le maître tente de comprendre où va l'enfant, ce qu'il cherche, ce qu'il veut et qu'il ne sait pas demander. Il l'observe jusqu'à qu'une prise en charge soit jugée nécessaire. Pour reprendre l'image du jardin, l'enfant veut faire du toboggan, il le regarde avec envie, mais a peur de ne pas savoir monter à l'échelle. Alors, par dépit, il va vers un autre jeu. C'est cela que le maître tentera de comprendre. Ce geste pédagogique est incrémenté dans la posture empathique, soit être avec, ressentir la même chose, comprendre, cum prehendere. Le troisième geste est provoquer, provocare, soit appeler en avant, aider à faire naître, à réaliser. Le maître tient la selle du vélo pour amener l'enfant là où son regard le conduit et pas toujours là où ses mouvements ou son vélo le mènent. C'est ça qui est difficile. Dans l'exemple du jardin, l'enfant fait de la balançoire, mais comme il regarde le toboggan, le maître va le provoquer en glissant lui-même sur le toboggan, en vitalisant cet espace. Ce geste pédagogique est incrémenté dans la posture inductive. C'est avec cette posture que le maître va assumer les hypothèses sur les véritables goûts de l'enfant, hypothèses
élaborés durant les phases de posture dialogique et empathique. Enfin, le quatrième geste pédagogique est valider. C'est le stade du renforcement positif et de l'outillage. Dégager la valeur. Approuver le choix, la production de l'élève et lui donner les moyens techniques et les capacités d'assumer et de cultiver ce choix. L'enfant va apprendre à monter à l'échelle et développer la confiance nécessaire pour faire du toboggan, puisque c'est ça qu'il a envie de faire. Ce geste pédagogique est incrémenté dans la posture opératoire, soit un enseignement technique corrélé au développement des capacités adaptées. La posture opératoire génère un élan de confiance chez l'élève conscient d'avoir atteint une parcelle de son projet musical. Quand ces postures et ces gestes pédagogiques s'opérationnalisent dans une situation d'enseignement musical sur le piano, devant un piano, dans notre cas, elles prennent la forme d'un comportement polyphonique. C'est-à-dire que l'interaction maître-élève se transforme en dialogue entre entités sonores. Le comportement polyphonique, c'est la transformation, c'est la mutation de schèmes de mouvement, de gestes, de postures et de pensées en procédés polyphoniques. Ainsi, le comportement polyphonique se décline en postures polyphoniques précises, prêtes à faire émerger des procédés polyphoniques à leur image. Comportement, posture, procédé. À Oxford, nous avons donné au St. John's College, avec l'ethnomusicologue Simcha Aron, que je salue, peut-être qu'il est avec nous ce soir. Nous avons donné une conférence sur le thème Systematics and Ontogenesis. Simcha Aron a montré que les musiques savantes et la plupart des musiques du monde utilisaient un nombre restreint de procédés polyphoniques. Et j'ai montré que ces procédés, même les plus savants comme le contrepoint, apparaissaient spontanément chez les enfants entre 18 mois et 3 ans, sans apprentissage, seulement par l'élaboration de situations, problèmes pédagogiques. Pour des raisons de temps, j'évoquerai uniquement, pour que vous saisissiez l'impact de ce travail, j'évoquerai uniquement le geste de déclencher avec la posture dialogique et le procédé polyphonique du bourdon. Le bourdon, c'est ce que fait dans la cornemuse, c'est le son continu, pendant qu'on chante, ou on joue de la flûte. Donc un petit rappel, déclencher, c'est enlever la clenche, enlever le verrou, c'est libérer, ouvrir un espace d'expression. Par cette action, le maître dit à l'élève qu'il est présent à lui. C'est la posture dialogique qui place le maître dans la position d'un étudiant dont l'objectif est de poser l'acte d'enseigner comme un acte d'apprentissage. Alors, le bourdon désigne une polyphonie au sein de laquelle un ou plusieurs sons tenus servent d'assise à une ou plusieurs mélodies, comme je vous ai montré. Et ces mélodies se déroulent simultanément. C'est la définition de Simcha Aron. Avec le bourdon, on reste présent à l'autre pour lui permettre de prendre les risques, d'expérimenter. Essaye ce que tu voudras, je tiens la barre, dit le bourdon. Avec le bourdon, le maître se positionne au milieu du jardin et dit à l'enfant, va où tu veux, fais ce que tu veux, je veille sur toi. Si l'enfant sort de la zone de sécurité, le maître se déplacera pour assurer à l'enfant le confort nécessaire à son expression libre. Sur le plan pédagogique, c'est une des techniques les plus répandues car elle permet à l'élève, en lui assurant un axe permanent, une grande prise de risque dans ses improvisations, expérimentations et recherches. Alors le choix de l'axe du bourdon, la bonne note par le maître est capital. Pour cela, il doit évaluer quel peut être le centre de gravité en fonction de ce que produit l'enfant en improvisation. Un axe bien choisi, car implicite à la production de l'enfant, va permettre à celui-ci de faire apparaître des rapports sonores sous-tendus dans ses productions et aller plus loin dans ses recherches.
Voici un exemple de bourdon avec Mario, âgé de 4 ans, qui souvent apporte des dessins partitions, comme vous le voyez ici, qu'il me soumet. C'est sa 5e leçon de piano, mais il prend également des cours de formation musicale avec moi et il peut lire des petites partitions académiques. Un jour, Mario arrive avec une chanson sur le Père Noël. Celle-ci, l'histoire du Père Noël. Il me montre sa composition, c'est une partition suggérant des grelots de traîneaux et il entame un bourdon multiple sur 3 notes. Vous allez voir, il est dans les aiguilles et il répète les 3 notes, il crée un axe continu, il crée un bourdon. Je ne lui ai jamais appris ce qu'était un bourdon, mais pour lui, ça a une valeur. Et vous allez en avoir la preuve. Ce titre est la partition dans laquelle les 2 portées ont 2 ou plusieurs notes, indique que Mario avait l'intention de coupler plusieurs sons, et c'est ce qu'il fait dans la vidéo. Donc il avait prédit ce qu'il allait me jouer. Il me montre la partition, mais il fait quelque chose en rapport. Et donc vous allez avoir la partition, la vidéo, pardon, et ensuite une deuxième vidéo qui dure 5 secondes. Ça ne dure pas longtemps. Mais l'improvisation dure longtemps. Et Mario, à un certain moment, n'a plus d'idée. Et comme il n'a plus d'idée, je lui propose le bourdon qu'il me faisait au début. Donc, je réintègre le bourdon qu'il me faisait au début. Et ça, c'est vraiment émouvant. Vous allez voir comment Mario, qui commence à s'ennuyer parce qu'il ne sait plus quoi faire, me regarde en me disant avec ses yeux, tu m'as reconnu, tu as reconnu ce qui me plaisait, c'était ça que je cherchais, et il repart de plus belle pour des improvisations débridées. Alors, sur la deuxième vidéo qui s'appelle Gratitude, ça va très vite, mais regardez, c'est un beau visage qu'il a. Donc, on entend le bourdon grelot chez Mario. Alors, donc l'improvisation continue et vous allez voir la reconnaissance, la gratitude. Je refais. Regardez. Il reconnaît. C'est magnifique. Et c'est reparti. Toutes les vidéos que vous avez pu visionner ont montré comment l'enfant, grâce à l'accompagnement proprioceptif du maître, était constamment exposé à des choix et comment les choix lui permettaient d'exprimer ses zones de réussite, révélant ainsi ses goûts profonds. Choisir, c'est renoncer, disait André Gide. Choisir, c'est exister, dit la conductibilité. Sur cette vidéo, Théodore, 11 mois, il tient tout juste sur son tabouret, collecte délicatement les sons, donc vous allez voir le choix qui commence très très tôt, 11 mois. Il collecte un à un, comme s'il faisait son marché, les sons. Il en fait un, il le choisit bien, et après il en fait un autre, très très bien choisi. Alors mon accompagnement lui sert de panier de la ménagère, car je rejoue systématiquement tous les sons en y ajoutant à chaque fois la nouvelle sélection. Progressivement, un mode se construit, c'est-à-dire un ensemble de sons qui évoquent une ambiance particulière, comme les ragas indiens. Observons que Théodore, qui s'est avéré enfant à très haut potentiel, n'est pas passé par la phase château de sable pendant laquelle les tout petits jettent leurs mains sur le clavier. Ça doit être son premier ou deuxième cours de piano. À cet âge-là, les enfants souvent jettent leurs mains comme dans un château de sable, comme dans le sable. Et lui, vous allez voir, avec un doigt, il choisit. Il choisit, il regarde
que dans mon panier, il y ait bien ces notes. Vous allez voir. Choisir, c'est la faculté de bloquer une information pour accéder à une autre information plus pertinente, plus adaptée à la situation. Quand l'enfant envisage, lors de ses improvisations, une variété de sons possibles et en sélectionne un, il active alors une fonction de proposition et inhibe toutes les solutions, sauf une, son choix. L'improvisation lui permet donc d'exercer et d'entraîner intensément cette action complexe de variation, sélection, activation, inhibition à la source des mécanismes de construction de la pensée rationnelle et des prises de décision. J'ai développé ce thème dans une conférence Musique et intelligence à la Sorbonne destinée à l'équipe de recherche du professeur Houdet au laboratoire Binet de psychologie de développement. Retenons donc que choisir n'est pas une action anodine. Cette dynamique mobilise des fonctions supérieures, les fonctions exécutives dans le cortex préfrontal, et cela représente un coût cognitif, une charge cognitive. Je dirais donc que pour l'enfant, apprendre à choisir est aussi important que l'objet de son choix. Sacha, 3 ans et demi, arrive ce jour-là en me demandant de toucher ses muscles. J'ai compris que c'était le moment d'exprimer la puissance et les techniques instrumentales qu'il a validées. Il y a toujours dans ma démarche pédagogique la recherche d'un ancrage, c'est-à-dire un levier opportun qui va permettre d'enclencher un apprentissage, une connaissance. Se lançant dans un mouvement d'improvisation, Sacha se demande, devant la puissance de mon jeu, je fais exprès de jouer très fort, comment il va pouvoir donner plus de puissance à son geste. Il regarde alors ses mains, active plusieurs stratégies possibles, puis convient d'une fameuse stratégie, qu'une fameuse stratégie devrait être la bonne, celle que les pianistes mettent plusieurs années à acquérir. Il sélectionne donc cette position, c'est la position du pianiste, hein, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Hein. Il expérimente donc, il sélectionne et expérimente avec succès cette position extraordinaire. Il va ensuite s'en amuser comme d'un jouet neuf. Il se rend compte qu'il vient de découvrir quelque chose. Il fait même la technique du poisson. Au visionnage de cette vidéo, le professeur Olivier Houdet s'est exclamé « Je n'ai jamais vu un apprentissage aussi rapide. C'est un tsunami d'apprentissage. » Donc attention, ça va aller vite. Je joue fort, l'enfant essaye de jouer, il voit que ça ne marche pas et il regarde ses mains. Il essaye ça, il essaye ça, il essaye les positions de la main comme des outils.
il se rend compte que ça va un truc. Et à un certain moment, il fait ça avec sa main, la fameuse position qu'on met des années à acquérir. Il fait ça avec sa main et il a un sourire de satisfaction. Il sait d'avance que celle-ci va marcher. Et ça marche. Hein. Donc, c'est vraiment un apprentissage en 5 secondes. Hein. Donc, il teste les positions en jouant le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Il regarde. Attention, attention. Ça y est. Il a la position, le verrouillage. Et la technique du poisson. Et là, voilà la technique du poisson. Et voilà. Donc, ça va très vite. Ainsi, grâce aux postures et gestes qui déclenchent des situations problèmes inédites, à force de choix qui définissent les goûts profonds de l'enfant au cours de l'improvisation heuristique et qui se manifestent par des zones de réussite, le maître aiguise ses hypothèses de travail, renforce l'action de l'accompagnement proprioceptif et ajuste sa vision pédagogique. L'enfant développe ainsi de plus en plus de zones de réussite. Une zone de réussite plus une autre zone de réussite ne sont pas suffisantes cependant pour définir une identité musicale, une singularité, mais participent à manifester, à qualifier chez l'enfant ce que je nomme l'évodique. L'évodique du grec ev, bon, et odos, chemin. L'évodique, c'est le bon chemin, le bon circuit, le circuit individué, ce qui fait qu'avec 2 notes entendues, on peut dire c'est Sacha qui joue, c'est lui qui est au piano. C'est ça l'évodique. Dans cette vidéo, on a presque terminé. Dans cette vidéo, Théodore cherche l'évocation musicale de l'hydrogène à partir du tableau de Mendeleïev, vous l'avez vu tout à l'heure. Il voudrait représenter l'hydrogène comme une ligne infinie, mais le clavier est fini. Ça, c'est un désespoir pour lui. Je lui propose alors la récurrence musicale. C'est le mouvement continu, comme cela. On a l'impression que le son continue en permanence. Hein, ce sont des illusions musicales. Et on voit, ça c'est très intéressant, on voit son sourire jubilatoire, l'accomplissement de ses goûts profonds et l'apparition de son évodique. Hein. Quel enfant aurait une telle satisfaction à accoler la récurrence à l'hydrogène? Ça, là. Donc, il y avait peut-être un qui s'appelait une biome, comme ça. C'est vraiment inversé. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse dans cet élément? Ce qui m'intéresse, il y a quelque chose à ne pas confondre. C'est la même chose avec l'hydrogène. C'est la même chanson que l'hydrogène? Non. Mais il y a un même type que l'hydrogène. Une immense barre infinie. J'ai mis un trait énorme pour dire que c'est à l'infini. D'accord. Alors, tu veux qu'on fasse la chanson? Alors. De l'unicalium que maintenant on appelle une unoctium. Voilà. Alors, on essaie de faire le trait infini alors, sur le piano. Par exemple, moi, je le ferai comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, le clavier est indéfiniment.
Alors on fait comme ça. Regardez son visage. Comme ça. Hein, tu veux comme ça? Ça serait pas mal, hein? C'est comme ça, oui. Nous l'observons dans cette vidéo, quand une action, un apprentissage s'incrémente dans l'évodique, elle prend immédiatement effet. C'est l'ancrage. L'ancrage est un véritable levier qui permet à l'étudiant de vitaliser un apprentissage, une connaissance, tout en exprimant sa singularité. C'est à cette étape dite de conductibilité que l'apprentissage devient un acte de création qui construit l'enfant. Mathéo, que vous avez vu arriver en stage tout à l'heure, c'est celui qui jouait des percussions. On n'avait jamais joué des percussions. Assiste sur cette vidéo, vous allez voir, à son premier cours de piano. L'idée, c'est de transformer une réussite spontanée, jouer des tambours, à une réussite nécessaire. Il veut jouer du piano. Voilà l'enjeu de ma démarche avec Mathéo. Il joue merveilleusement du tambour. L'idée est de délocaliser ce savoir-faire dans une nouvelle situation au piano. Alors immédiatement, Mathéo utilise ses 2 pouces comme des maillotches et c'est parti. Pour résumer, donc, par l'apprentissage, par l'ancrage de l'apprentissage sur l'évodique, apprendre devient une création qui construit l'enfant en activant son potentiel, ses goûts profonds, son évodique, ce qui a pour effet de l'individuer. Et je définirai encore plus précisément la création qui n'est pas un aboutissement, mais un cheminement, comme une résolution de situations, problèmes inédites dont la solution exprime une singularité. En conclusion, on perçoit bien dans mon exposé qu'apprendre, c'est créer. Créer, c'est se transformer. Et se transformer ainsi, c'est devenir soi-même. Ne pourrait-on évoquer une évodique neuronale, c'est-à-dire un bon chemin pris pendant la leçon qui pourrait faire l'objet d'une cartographie neuronale, un lit mnésique, un bon chemin que l'enfant pourrait emprunter à volonté et dans toutes les situations. C'est l'herbe qui se couche. Révélation de la bonne voie qu'a trouvée le montagnard. C'est un chemin qui donnerait sens et puissance à l'apprentissage conçu comme création. Un chemin qui permettrait à l'enfant de suivre son chemin sans s'égarer. Et en guise d'ouverture et de provocation constructive, je citerai le grand philosophe et rabbin Narman de Breslev qui a dit « Et surtout, ne demande jamais ton chemin, tu risquerais de ne plus pouvoir te perdre. »
Merci.